Je suis arrivée. C'est vrai, j'ai été un peu toute fraîche moulue de l'école d'infirmière, quoi. J'avais travaillé en hôpital, mais je suis arrivée dans une maison style d'autrefois, enfin ce qu'on appelait un peu les hospices, les homes, hein, et toutes ces maisons avaient un petit peu le même style. On accueillait les personnes seules ou les personnes pauvres. Et puis, elles étaient là un petit peu, bon, on les nourrissait, on les logeait, etc. Et j'ai senti assez vite qu'il y avait quelque chose à changer. Alors, quand j'ai fait mon stage en 71, c'était l'ancienne maison. Alors, c'était les religieuses qui s'en occupaient. Il y avait des personnes, spécialement des dames, qui venaient de la vallée pour donner des coups de main. Mais c'était tout organisé. Et les pensionnaires c'était des personnes vraiment des situations, ils avaient des problèmes psychologiques, sociaux, et très difficile pour les sœurs à cette époque, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de prise en charge, autre que ce qu'elles apportaient à leurs pensionnaires. Il y avait des problèmes d'alcool, oui. Et c'est vrai qu'il y avait l'étage à Sœur Catherine, où c'était beaucoup des dames qui venaient d'un village où il y avait beaucoup de mariages entre eux, donc ça avait des troubles mentaux, et elles avaient vraiment du mérite parce que c'était pas, elles avaient des situations très difficiles à gérer des fois. Oui. Donc, vraiment tout au début, ils disaient encore ouais, asile de vieillards, asile de vieux. Puis c'est vrai que la population, elle était totalement différente de maintenant. Et on est passé d'un petit hospice, d'une petite maison pour accueillir des femmes uniquement au départ, à un établissement moderne médico-social. Ça m'inspire une déjà longue histoire et ça me questionne sur la manière dont les anciens étaient traités avant la construction de la Providence et avant les assurances sociales qu'on connaît en Suisse depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, après, j'étais seule au départ dans le service administratif, puis à l'heure actuelle, on est 8 personnes à travailler. Donc c'est pour dire l'évolution qu'il y a eu aussi en 40 ans d'activité. Tout s'est développé. Je donnais les salaires dans les bustes orange encore à l'époque. J'allais distribuer dans les chambres quand les employés travaillaient, dans les salles de bain. Donc j'avais le contact avec tout le monde. Donc c'était différent. Après moi, c'est clair que j'ai connu aussi l'époque où il n'y avait qu'un téléphone pour toute la maison. Donc quand ça sonnait, il y avait des sonneries partout, mais il n'y avait qu'un téléphone qui était dans une armoire, dans un couloir. Et puis le premier qui répondait, ben, prenait la ligne sur tout le monde. Oui, c'était vraiment complet. J'ai l'impression de venir d'une autre dimension quand j'explique ça aux gens. Parce que le bâtiment l'ancienne construction était vieillotte. Il y avait pas de pièce d'eau, il y avait ici, à ce côté-ci, il y avait une ou deux salles. De l'autre côté, il n'y avait rien, il y avait qu'un WC en haut. J'ai dit le WC qui était. Il y avait deux WC l'un côté de l'autre qui étaient séparés par une paroi carrée comme une fenêtre. On avait le vieux bâtiment, j'ai travaillé quelques années. Ils étaient déjà en train de construire ici le nouveau bâtiment. Ouais, à l'époque, on travaillait, mais on n'avait pas grand-chose pour travailler. On avait juste 2 bidons, un avec de l'eau puis une serpillière, puis l'autre avec 2, 3 produits et une pâte. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'était presque du standing ce qu'on a, parce que c'est tellement... il y a tellement de choses différentes, plusieurs bidons, plusieurs produits. Chaque produit a
à son effet, c'est soit pour le lavabo, soit pour autre chose, la poussière et tout ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de matériel sur ce chariot par rapport à ce qu'on avait avant, notre bidon, notre serpillière. Puis on montait les escaliers parce qu'on n'avait même pas qu'un seul ascenseur, donc c'était très peu. Mais c'est vrai que c'était aussi rigolo hein, avec notre bidon. Parfois on se versait dessus, enfin. Mais c'était super aussi, on avait, mais c'était différent parce qu'on se voyait moins avec les aides-soignantes. Mais c'est des bons souvenirs parce que bon, ben, on a vu ce que c'était avant, puis on voit ce que c'est maintenant. Donc on a quand même suivi l'époque de ce qu'on a vécu avant et ce qu'on vit maintenant. Et puis on a bien rigolé aussi quand on a déménagé. C'était pas tout fini, il fallait passer sur des passerelles. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo de passer d'une maison qui était bien ancienne et puis arriver dans une maison où on avait tous les yeux. Je suis arrivée en 1983 et là, j'ai été d'abord à l'infirmerie. J'ai travaillé à l'infirmerie et au bout de 2 ans, on m'a demandé de prendre la responsabilité de la maison. Alors avec les architectes, nous avons commencé à faire des projets et c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment modifier cette maison. En 1966, j'ai commencé chez Cyril Gare, qui était architecte de la maison, qui fait partie du comité de direction, qui est architecte. Et là, alors, on a fait plusieurs déjà transformations. On a fait la construction de l'infirmerie. C'est là qu'on a fait une fondation, on a fait un comité des statuts pour faire la nouvelle fondation de la Maison de la Providence. Et en 1983, on m'a demandé pour faire un projet d'amélioration de l'existant, pour avoir des pièces d'eau supplémentaires. Alors Adrien me dit un jour, écoute Gérald, je suis embêté, tu ne peux pas sur le projet parce que tu n'es pas inscrit au registre professionnel. Écoute, moi je pourrais te proposer de ça. J'ai dit, écoute, moi j'ai un copain, ça à la main. Et nous, on est parti comme ça, on n'a jamais fait, ils nous ont toujours réclamé un contrat entre nous, on n'a jamais fait de contrat. Enfin, on est comme deux frères. C'est toujours attendu à merveille, on fait un convenant, on a fait l'agrandissement, le dernier agrandissement, on l'a fait par ensemble aussi. Alors, on a commencé la démolition en 88, en 90, les premiers fonctionnaires entraient dans cette partie-ci. La partie depuis l'entrée actuelle. Et puis l'autre partie, quand on a fini celle-ci en 90, on a attaqué démolir et remonter l'autre partie. Dans la première partie, il y avait la chapelle en haut sous le toit. La première partie. Sur les anciennes photos, on voit bien, il y a un compte pignon sur la façade. Là. La chapelle se trouvait là-haut. Et quand on fait l'autre chapelle en haut, la nouvelle, c'est devenu salle à manger, l'ancienne chapelle. On a démoli tout le complexe qui était existant, à part le secteur médicalisé. Et puis, il est resté que la chapelle. J'ai fait que filmer tout le long, je n'ai pas travaillé. C'est les brancardiers qui étaient là pour faire l'hospitalier aujourd'hui, pour faire le déménagement. Parce qu'on a monté des pavillons provisoires Voilà. Pour loger les personnes. Parce il n'y a personne qui est parti du home. Puis dans la partie infirmerie, on a rajouté fait des chambres provisoires en dans les combles. Oui. Pour regarder les 100 pensionnaires. Parce que la première étape, c'est l'étape en L. On a fini la première étape en 90, sont entrés par les pensionnaires. Et puis, ils ne voulaient pas sortir des pavillons. Mais quand ils sont rentrés dans le nouveau bâtiment, ils étaient... Alors pour eux, c'était comme s'ils rentraient au paradis.
Et je vois toujours, après le déménagement, en passant dans les chambres, c'était beau de voir ah, je suis chez moi maintenant. Vraiment, ça a été très important. Oui. Après, c'était la personne humaine qui pouvait vivre dans son lieu, qui devenait son lieu à elle, hein, son chez-soi, quoi. On a réservé une chambre au comble. La sud-est. Chambre de lit. Ah, la fenêtre, vers la fenêtre, puis l'autre vers la paroi. Moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de joie parce que il y avait ce contact avec la personne âgée, avec le personnel. Je dis, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance. Il y a eu aussi, à un moment donné, donc je n'ai jamais manqué de personnel, on peut dire. Il y a eu toute la vague des dames portugaises qui pouvaient venir avec leur mari pour des permis qu'on appelait les permis saisonniers, des permis A, qui étaient de 9 mois. Donc, je pouvais engager des épouses de saisonniers. Ça faisait pas longtemps que j'étais en Suisse. J'étais en Suisse, ça faisait 2-3 ans, parce que j'avais un bébé de 2 ans. Et puis je m'ennuyais tellement à la maison qu'un jour, j'ai dit, je pars. J'ai sorti la porte de la maison et je me disais, par quel côté c'est le Portugal? Je ne savais plus par quel côté c'était, droite, à baisse, de quel côté. Puis un jour, le mari, il est parti travailler. Je dis, mais moi, je vais à la Providence. Puis je suis venue toute seule, sans savoir parler. Puis voilà, c'est là où ces 3 dames-là, ils me sont ouvert la porte. Voilà, Alda, t'es chez toi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Que je me suis sentie chez moi. Qu'au début, je voulais partir. Je me suis dit, mais il n'y avait qu'une Portugaise qui travaillait ici. Il n'y avait plus personne d'autre que des Suisses. Après sont venus les Italiens, les Espagnols. Puis après, ça a commencé à rentrer petit à petit des Portugais. Les personnes âgées, les pensionnés nous apportent tout. Tout. On apprend beaucoup avec eux. Ça suffit qu'on s'assied 2 minutes et discuter avec, ça nous fait chaud au cœur. Et des fois, on a même l'émotion que ça vient là-dessus, qui dit waouh. C'était une famille que j'ai trouvée ici dans cette maison. Et je le dois beaucoup à ces gens-là. Je ne les oublierai jamais. Et j'ai vraiment découvert chez ce personnel portugais vraiment beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Quand elles arrivaient, des fois, elles ne connaissaient pas la langue, mais elles étaient tellement délicates et on sentait qu'elles aimaient les personnes âgées. J'ai appris beaucoup à parler le français avec les résidents. Et je vais vous raconter. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, tu vas dans la chambre, dans le tiroir, tu prends un mouchoir. Moi, le mouchoir, je savais ce que c'était, mais le tiroir, non. Après, elle m'a pris par la main et elle a été dans la chambre et m'a dit, ça c'est un tiroir. Je n'ai jamais oublié. Au début, qu'il y avait c'est des jeunes Portugaises qu'on a eu sommeiller dans un bistrot, ils étaient ici, mais avec les personnes âgées, ça nous donnait les larmes aux yeux quand je voyais ça, parce qu'ils avaient un tel, comment il faut dire ça, ouais, c'était pire, comme leur propre maman. Hein, On s'attache beaucoup aux résidents, c'est sûr. Mais on sait aussi qu'ils viennent et puis qu'un jour ils partent. Donc, psychologiquement, il faut aussi se préparer, c'est sûr. Je me rappelle quand j'étais au ménage, il y a une dame qui m'a
un peu marqué, c'est qu'elle m'attendait toujours au fond du couloir quand je faisais le nettoyage. Avant d'aller descendre à la salle à manger, cette dame, elle voulait toujours discuter 5 minutes avec moi. Et puis, c'est vrai que le jour qu'elle est partie, qu'elle était plus au fond du couloir, j'ai dit, oh, il se passe quelque chose. Puis c'est vrai que c'était dur. On pense toujours qu'au ménage, on nettoie la chambre, non. Les résidents, des fois, ils nous confient des choses qu'ils vont peut-être pas forcément confier aux soignants. Et puis, ouais, ça, dans le ménage, j'ai vu souvent ça, ouais. Ce qui me fait le plus bizarre, c'est quand il y a des collègues de travail 30 ans en arrière, que maintenant, ils sont pensionnaires. Puis je les vois venir comme pensionnaires, ça me... Ouais, il y a déjà eu quelques collègues qui sont venus comme pensionnaires. Et puis après, je réfléchis comme ça. Si ce serait ma mère ou ma grand-mère, comment est-ce que tu ferais? Bah, tu fais comme ça. Voilà, fais comme ça. Si tu penses que c'est comme ça pour ta grand-mère, bah, essaye de faire comme ça pour la personne aussi. Tout en restant professionnel, bien sûr. Mais voilà. Peut-être un petit détail au niveau des salaires, parce que quelqu'un m'avait dit, quand j'ai engagé quand même une vingtaine de Portugaises, quelqu'un m'avait fait la réflexion, ben voilà, c'est du personnel bon marché. Hein? Je dis non, elles avaient les mêmes salaires que les Suisses. On se basait sur une grille des hôpitaux, donc c'était très facile. Hein? Parce qu'ici, c'était près de là où on habitait, donc c'est vrai. Puis j'aime beaucoup les personnes âgées, donc en travaillant dans les nettoyages, eh ben, on arrive à discuter avec eux, on leur tient compagnie, mais peu de temps parce qu'on a quand même tant de temps pour faire une chambre. Donc on reste avec eux, des fois s'ils sont pas bien, on essaye de les faire sourire et tout ça. Puis nous, ça nous aide aussi de savoir qu'ils sont bien après quand on sort de la chambre, qu'ils ont le sourire et puis qu'ils apprécient à chaque fois qu'on revient dans leur chambre chaque jour. C'est vrai que on est très attachés à eux. S'il y a vraiment quelque chose qui me marque régulièrement, je dirais que c'est l'humanité, la patience des soignants qui ont vraiment beaucoup de délicatesse et beaucoup d'entre-gens, beaucoup de soucis et beaucoup d'humanité par rapport aux résidents. Voilà ce qui me marque le plus dans cette institution. Oui, je pense aussi à la communauté des sœurs. C'est vrai, à la Providence, je vois aussi la sœur qui était à la lingerie. Mon Dieu, elle est toute discrète, toute... Après, il y avait une sœur qui s'occupait des femmes, une sœur qui s'occupait des hommes. Et puis, c'est vrai, c'était... Elles ont fonctionné, ben oui, je dis un petit peu comme on fonctionnait, comme je disais, dans les hospices à l'époque, mais je crois avec beaucoup d'amour pour les personnes. Oui, avec Sœur Janine aussi, j'ai eu un très bon contact. On a travaillé 10 ans ensemble. Et puis, c'était des moments particuliers aussi. On a échangé plein de choses aussi par rapport à notre parcours privé aussi. Oui, j'ai eu une fois Sœur Catherine qui était en sortie. Elle s'est coincée la main dans un bus. Elle m'a appelé à la maison pour savoir si j'aurais pu venir avec elle, lui tenir compagnie un moment, pendant que les autres continuaient leur sortie. Je me sentais que je faisais partie de la famille quand même, ouais. Dis-moi, ça va être un peu ma maison à certains moments. Depuis gamin, on a connu la Providence, comme ça ça restait un peu les sœurs, c'était sœur Catherine, sœur Rosalie qui était cuisinière depuis le début, sœur Cécile bien entendu. C'était un peu les trois sœurs là pour nous qui est un peu les autres, j'ai connu mais moi, tu vois. C'est les trois figures marquantes de la maison. Ouais, sœur Rosalie, elle a commencé pendant la guerre, elle avait demandé à la commune et au clergé s'il autorisait à aller faire de la mendicité.
dans le village, chercher des pommes de terre pour faire à manger. Parce que le matin, ben, on va leur donner quoi à manger? Faire une soupe, mais il fallait les ingrédients. Comme il y a eu quand ils ont fait la première maison, il y avait un manque d'eau. Alors ils ont fait je vais venir un spécialiste en la matière. Et puis ils ont fait des captations en haut. Il y avait alors la commune qui a participé, et puis la fabrique des draps. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont pu avoir de l'eau dans le bâtiment. Et en 1933, ils ont mis le premier chauffage à la maison, chauffage central. Ça, c'était et le téléphone 2 ans après. C'était une évolution à ce moment-là, tu t'imagines? Il fallait. Et puis sans téléphone, ouais, tu vois, maintenant, on atteignable ou qu'on soit, je pense que c'est un avantage, mais bon. Pour moi, c'est des 7 femmes, quoi. Ce qu'elles ont fait, non, on ne se représente pas. Quand ils avaient des bains, moi, je me rappelle, je suis passé, t'as au comble, enfermé dans une machine avec un mansardé. Et puis c'est les après les autres. Le jour où je faisais les bains, c'était la journée entière. Alors 2 sœurs il fallait les mettre dans la baignoire. Ils n'avaient pas la douche, les baignoires. Il fallait porter la baignoire. Non, c'était vraiment là. Ouais, Elle me disait, c'est incroyable comme elles sont dévouées et gentilles. Et gentilles. Je dis, bon, elles n'ont pas de raison d'être méchantes. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup de contacts avec Sœur Catherine. Sœur Catherine, on allait se balader tous les mardis. Je venais la chercher. Et puis elle habitait Fribourg, elle était originaire de Fribourg. Et puis elle voulait aller dans sa région. Alors on partait se promener, hein. Elle était toute heureuse, hein. Et puis on mangeait à quelque part. Et puis un jour, elle m'a fait faire le tour de toutes les chapelles du canton de la région où elle habitait. Il y avait 5 chapelles. On allait d'une à l'autre, tu vois. Oh, c'était intéressant, hein. Des belles chapelles, hein. Alors, certaines étaient ouvertes et puis certaines étaient fermées. Alors, on s'arrêtait un moment, on faisait une petite prière et puis on repartait, tu vois. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est déjà quand je suis arrivé, la sœur qui était là, sœur Rosalie, c'était une personne. Elle m'a impressionné. Pour elle, elle consacrait sa vie aux autres. Et quand elle racontait qu'à l'époque, quand elle arrivait juste après la guerre, elle ne savait pas le matin même qu'est-ce qu'elle allait pouvoir servir aux résidents le jour même, à midi. Elle partait à la chapelle et puis elle allait prier. Et quand elle revenait, c'était un miracle parce que quelqu'un avait amené de la polenta ou des pommes de terre ou des choses comme ça. Alors si on prend ça, puis on prend les exigences qu'on a aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau des envies des résidents, enfin la qualité des produits, l'hygiène et tout ça, des fois je me dis, en 40, 50 ans, on a vraiment vrillé un peu quand même. Après, nous avons engagé M. Crognaletti. Je crois qu'avec M. Michaud, vraiment, qui a le sens de l'humain, hein, vraiment. Ouais. Vraiment, oui, ça me réjouit, vraiment. Et mon rôle, c'est plus un rôle de coordinateur, de facilitateur dans la maison, entre les employés, les responsables, les familles,
les résidents et tout ce petit monde qui gravite autour de la Providence. Donc le fait que je suis peu présent ou pas assez présent sur le terrain, ça m'a incité à consacrer maintenant sur de l'ordre d'idée d'une journée par mois à un moment avec les collaborateurs au sein des équipes, les différentes équipes. Donc je fais le tour des équipes, il y a 17 équipes entre les deux sites, donc sur 17 mois j'arrive à faire le tour. Je passe une journée dans l'équipe avec les collaborateurs, et puis là je dis, je change de rôle, je ne suis plus votre directeur, mais je suis votre stagiaire. Et puis je mets la main dans le cambouis et puis je travaille avec eux une journée complète. On doit trouver un équilibre dans cette fonction entre la gestion et l'humain. On ne peut pas être 100% dans l'humain parce qu'il y a quand même des comptes à rendre, il y a un établissement à faire tourner. Puis on ne peut pas être 100% dans la gestion parce que si on oublie l'humain, on passe à côté de notre mission. Donc il y a un équilibre à avoir et cette sensibilité est très importante pour gérer un établissement de ce type. Une anecdote qui m'a marqué, c'est une fois pour un résident, il désirait fêter son anniversaire chez lui, mais comme les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, lui s'était mis dans la tête qu'il allait partir le lendemain fêter son anniversaire. Et puis c'était trop compliqué, donc le personnel soignant n'arrivait pas à le raisonner, donc je suis allé le voir pour lui expliquer que c'était pas possible, qu'il fallait préparer en tout cas un tel événement et qu'on ne pouvait pas le laisser partir le lendemain. Donc il était très fâché, ce monsieur. Et puis le même jour, on peut se rappeler, puisque c'était le 8 décembre, c'était la Saint-Nicolas. Et puis je me suis prêté au jeu du déguisement en Saint-Nicolas, et puis j'ai frappé à sa porte, vraiment en habit. J'ai dit bonjour, est-ce que vous voulez un thé, des biscuits? Ah oui, volontiers. Alors je lui ai servi tout ça, il était très content. Il dit, ah ben vous êtes sympa au moins. C'est pas comme votre compte directeur que j'ai vu ce matin, alors, qui me laisse rien faire. Enfin, il était très fâché. Et puis pour dire la petite histoire, ben, je suis resté comme ça, je ne me suis pas dévoilé. Et puis l'histoire s'est faite ainsi. Mais c'était très marrant, quoi. Et puis, avec l'âge, on a aussi des aspirations qui changent. Puis l'humain, avec un grand H, qui m'intéressait. Et c'est ce que je retrouve ici à la Providence, entre la gestion des ressources humaines, qui est quand même une grosse activité pour ma fonction, et puis toute la gestion des familles, des résidents, vraiment l'humain dans son ensemble. Je pense que j'ai quand même une sensibilité par rapport aux personnes âgées. Ça me tient quand même à cœur de faire ma part et de faire mon possible pour que leurs conditions de vie soient les plus agréables possibles. Je viens régulièrement visiter la maison parce que dans ma fonction, je n'ai pas de fonction opérationnelle. Mais je dois connaître la maison, je dois savoir ce qui s'y passe et je dois comprendre lorsqu'il y a un problème et lorsque je dois intervenir, je dois comprendre comment la maison fonctionne et c'est pour cela que je la visite régulièrement. Et bon, j'ai peut-être une anecdote assez drôle, c'est que très souvent les pensionnaires me confondent avec le directeur, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais de temps en temps, les pensionnaires me prennent aussi pour le curé, ce qui est beaucoup plus drôle. C'est un lieu de vie. Parce que ces gens, s'ils n'étaient pas ici, ils seraient où? Tout seuls chez eux, sans voir personne de toute la journée. Maintenant, même le facteur ne s'arrête plus. Si vous vous faites livrer les repas, vous voyez la personne qui vous amène les repas, mais il y a beaucoup de personnes seules. Alors leurs conditions de vie dans une maison comme ça, elles ne sont quand même pas comparées avec ce qu'elles seraient si ces gens étaient obligés de rester chez eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est une maison de vie et ce n'est pas pour moi, la Providence. Bien entendu qu'un jour ou l'autre, on va tous dans la même direction. Hein. Ben, pour le futur, eh bien, c'est toujours d'améliorer le confort, améliorer les conditions de vie, en particulier tout ce qui est lié à l'animation, tout ce qui est lié au développement personnel des pensionnaires,
puissent s'en occuper avec humanité pour les accompagner durant les dernières années de leur vie. On parle des maisons de la Providence depuis 2011, elles se conjuguent au pluriel puisqu'il y a eu l'ouverture du site d'Orsières. Puis actuellement, nous avons entre les deux sites 145 résidents. Ce qui m'a le plus étonné dans ces expériences, c'est les rouages en fait d'une maison comme la nôtre. Donc c'est une maison centenaire, donc ces rouages ils se sont mis en place pendant des dizaines d'années, puis ils roulent vraiment de manière automatique. Et chaque fois qu'on prend une décision, en fait, on a un impact sur 1, 2, 3, 4 services différents. Donc c'est toujours à prendre à précaution. On ne travaille pas sur le mode action-réaction et on change parce qu'il y a toujours des applications et toute modification mérite une réflexion. Et ces rouages, ils sont parfaitement huilés et on voit, par exemple, à la cuisine, il n'y a pas le stress qu'on pourrait avoir dans d'autres cuisines. Tout se fait naturellement. Les menus partent à 11h, partent à 11h30 ici, etc. Ils sont livrés à temps et c'est une grande mécanique qui fonctionne parfaitement. Alors, j'ai eu la chance aussi, quand notre sœur cuisinière est tombée malade, de trouver un cuisinier de Reche, je crois qu'il est toujours là, à la Providence. Et ça a été parfait, quoi, vraiment. Même pour les résidents qui ne pouvaient pas manger, qui devaient manger haché. Vous savez, c'était pas très appétissant, la viande hachée, enfin tout ça. Et il avait réussi à faire des petits pâtés de légumes, enfin vraiment. Non. Oui, je dis j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. En fait, quand je suis arrivé, j'avais pas du tout l'intention de révolutionner la cuisine. Les habitudes de la cuisine de Sœur Rosalie, les préparations de Sœur Rosalie, en fait, on a poursuivi avec ces préparations. Puis après, petit à petit, on amène un peu des nouveautés, des choses un peu plus professionnelles, des nouvelles idées. Aujourd'hui, un menu qu'ils adorent, on fait la raclette. Raclette, choucroute, les menus traditionnels, ils aiment beaucoup, quoi. La grande différence, en fait, c'est que dans un restaurant, les clients changent tous les jours. Donc le cuisinier peut avoir une carte et puis c'est les clients qui changent tous les jours. Et dans un EMS, en fait, les clients sont tous les jours les mêmes. Donc c'est le cuisinier qui doit évoluer, enfin changer beaucoup plus. Varier beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais comment vous faites pour les quantités, etc., etc. Mais c'est une habitude, en fait. J'ai un peu l'impression d'avoir fait ma carrière presque comme indépendant, en fait, en gérant ma cuisine, le budget, la production, mon équipe et tout ça, bien sûr en collaboration avec les autres, mais on m'a assez foutu la paix tant que ça fonctionne bien et que les résidents sont contents. Alors, ce qui me plaît, c'est de faire plaisir aux gens déjà, le mieux possible. Et puis, je me dis toujours, en fait, je suis cuisinier privé pour 150 résidents. Parce que je viens dans leur maison, c'est leur maison, ils habitent là. Et puis, je viens cuisiner pour eux, en fait. Maintenant, mon principal but, c'est de préparer la relève, en fait. Enfin, préparer la relève. De pouvoir transmettre cette équipe à quelqu'un qui va la gérer à ma place. Et voilà, tout ce qui a été mis en place. Après, je ne dis pas que ça ne doit pas changer, que ça doit rester la cuisine et rien prochain. C'est voilà, de transmettre au mieux ce qui s'est passé pendant 36 ans. C'est des trucs, par exemple, le boudin, ils adorent. Alors, c'est quelque chose qu'on fait maintenant, les atrios, la polenta, des trucs comme ça, c'est quelque chose qu'on fait même maintenant. On faisait avant peut-être plus,
On essaye de changer un petit peu, mais c'est quand même des trucs qu'on garde parce qu'on sait que les résidents, ils aiment bien. Alors, c'est quand même des trucs que moi, en tout cas, quand je fais les menus, j'essaie toujours de mettre voilà, des trucs comme ça, des atrios que j'aime pas, le boudin que j'aime pas, mais je sais que les résidents, ils aiment bien. Alors, voilà, on fait. Dans ma semaine, je peux faire ce que je veux. J'essaie de mettre toujours un repas portugais. Je mets toujours un repas portugais, un dessert et tout ça. J'aime bien préparer à manger, j'adore mon travail. Ça, c'est sûr que j'adore mon travail. On a une équipe que ça compte beaucoup. On a une équipe vraiment 5 étoiles, une famille. Franchement, la cuisine, c'est une équipe, une famille. On a un chef 5 étoiles. On a un chef 5 étoiles, ça je le dis. Pour moi, c'est comme un frère. Je l'adore, on s'entend bien. C'est vraiment un chef 5 étoiles. Et puis après, oui, l'équipe, elle est bien. Je viens de temps en temps faire la raclette aussi. Quand il manque quelqu'un pour racler, parce qu'il faut plusieurs personnes, eh bien, je viens volontiers et je passe chaque fois à bon moment. Maintenant, je suis pas titulaire, je suis que remplaçant. Là. Non, il y a des gens qui viennent régulièrement racler. Mais je le fais avec plaisir si c'est nécessaire. Je regarde du coin de l'œil comment on fait, Eric, et puis je m'améliore chaque fois un petit peu. Ce que je sentais pour les résidents, c'était déjà une certaine intimité. Hein. Avec le personnel, on a aussi travaillé pour que la chambre du résident soit vraiment son lieu de vie. Donc, on n'entrait pas comme ça, comme on entre dans un moulin. On frappe à la porte avant d'entrer. Hein. Donc, c'était toutes des petites choses, mais qui pour moi étaient importantes pour ce respect de la personne. Alors, il y avait un rocher qui avait déboulé depuis des travaux qui s'étaient faits sur la route du Soleil. Okay. Ça n'existe encore pas. Ouais. Puis ça avait déboulé des rochers qui étaient tombés à l'endroit où il y a la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'ils ont mis une Sainte Vierge sur le rocher. Simple souvenir. Tout ce qu'on a comme souvenir, quand on devait repasser le linge, s'il y a des raccommodages, des boutons aussi là, on devait mettre les boutons à la chemise, ou bien au pantalon, ou bien à n'importe. On faisait tout. On faisait pas seulement que l'escalier, ou bien c'était le ménage complet. J'ai fait 7 ans président. À l'époque, alors dimanche, certaines Providence. Oh, bon, c'était sérieux. Il ne fallait pas manquer de répétition. Si on manquait un peu de répétition une année, on a une récompense. Ouais. Nous, on venait quelquefois chanter la messe, puis je crois que nous payions. Bon. C'est sûr. J'aime donner, quoi, apporter quelque chose, partager, voilà, c'est un petit peu pour cette raison que... Et puis je pense depuis toute petite, j'ai toujours eu un regard... Ça me touchait de voir des personnes dans des situations difficiles. L'histoire de la Providence est liée avec l'histoire de la vallée. Tout le monde a affaire un jour ou l'autre à l'institution. On s'en rend peut-être pas tout de suite compte, mais le jour où on a un parent qui doit être placé, eh bien, on se rend bien compte de l'importance de l'institution pour la vallée et le district. Ben, la suite, je pense que la Providence doit continuer sa mission, une espèce de mission de service public hein, pour aider les personnes en difficulté, aider les familles, fournir aussi des places de travail parce qu'on est quand même un employeur important dans la région avec environ 240 collaborateurs. Et puis ben, je lui souhaite longue vie à cet établissement. Moi, je serai qu'une petite partie, j'aurais laissé une petite trace peut-être ou peut-être pas durant mon mandat ici, mais c'est vraiment tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé à travers toutes ces années pour le bien-être des gens et aussi
pour faire fonctionner la Providence. On peut leur rendre hommage vraiment.